Le lustre en cristal projetait des ombres prismatiques sur la table en acajou de la salle à manger tandis que je restais figée, ma fourchette suspendue à mi-chemin vers ma bouche, un morceau de la fameuse lasagne de maman refroidissant dans l'assiette de porcelaine bordée d'argent. Les mots restaient suspendus dans l'air comme une sentence de mort, résonnant dans la salle à manger opulente qui avait vu tant de célébrations familiales, de toasts d'anniversaire et de fêtes de fin d'année, mais jamais un moment d'accusation aussi dévastateur. Nous savions que tu n'étais pas digne de confiance, contrairement à ta sœur. Rends-nous les 50 000 € que tu nous as volés et sors de cette maison. La voix de mon père claqua comme le tonnerre, son calme habituel éclatait en 1000 morceaux de fureur vertueuse. À côté de lui, ma mère tamponnait ses yeux avec une serviette de lin, ses épaules secouées par ce que je supposais être de la déception envers sa fille égarée. En face de moi, Victoria, ma sœur parfaite, aux cheveux dorés, au teint de porcelaine et aux traits délicats, gardait les yeux baissés, jouant à la perfection le rôle de la sœur éplorée. Ses doigts manucurés tripotaient nerveusement le collier de perles, celui-là même que notre grand-mère lui avait légué en précisant qu'elle était, la responsable, la fille qui n'avait jamais manqué la messe, jamais dépassé le couvre-feu, jamais déçu personne. L'ironie ne m'échappa pas, même dans ce moment de destruction absolue. « Papa, je... » Commençai-je, mais il m'interrompit d'un geste violent. « Ne commence pas. Ne commence pas, Elena. Nous avons trouvé les reçus de retrait dans ta chambre. Les bijoux de ta mère ont disparu du coffre. Le code que seul toi et Victoria connaissiez. » Son visage était pourpre de rage, ses tempes gonflées de veine. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, après toutes les deuxièmes chances, toutes les fois où nous avons couvert tes erreurs. » Ma gorge était sèche comme du papier de verre sous le poids de leur déception. 28 ans à être la déception de la famille m'avait mené à ce moment-ci, le jugement final, la dernière goutte qui me couperait définitivement de la seule famille que j'avais jamais connue. Je pensais à toutes les fois où j'avais été comparée à Victoria, ses notes parfaites à l'université alors que les miennes étaient seulement bonnes, ses fiançailles avec ce que nous pensions être un avocat prospère alors que je restais obstinément célibataire, son poste prestigieux dans une banque d'investissement alors que je peinais à joindre les deux bouts avec mon petit atelier d'art dans le quartier bohème. Mais voler ? Jamais. Je n'avais jamais pris ne serait-ce qu'un stylo à qui que ce soit. « Où est-il, Elena ?» murmura ma mère, à peine audible. « L'opération de ton père, nous avons besoin de cet argent. » Comment as-tu pu le prendre alors que tu savais combien c'était important ? L'opération. Le problème cardiaque de papa qui nécessitait un spécialiste en Suisse. L'argent qu'ils économisaient depuis des mois, grappillant chaque euro tout en maintenant les apparences dans leur cercle social. L'opération qui pouvait lui sauver la vie. Et il croyait que je l'avais volé. Victoria leva enfin les yeux, et l'espace d'une fraction de seconde, je surpris quelque chose dans son regard bleu, pas de la tristesse, pas de la déception, mais quelque chose de calculateur. Quelque chose de froid. Cela disparut si vite que je crus presque avoir rêvé, remplacé immédiatement par son expression étudiée de sollicitude peinée. Peut-être qu'Elena était désespérée, dit Victoria doucement, sa voix teintée de la juste nuance de défense réticente. Vous savez que son art ne se vend pas bien, et le loyer de son atelier. Peut-être qu'elle a paniqué et pensé qu'elle pourrait le rendre avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. L'interprétation charitable. La sœur aimante cherchant des excuses au comportement de la brebis galeuse. C'était tellement Victoria que, dans d'autres circonstances, j'aurais pu admirer la performance. Mais pas aujourd'hui. Pas alors que mon monde entier s'écroulait autour de moi. Je n'ai rien pris, dis-je, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Je le jure sur la tombe de grand-mère, je n'ai jamais touché à cet argent ni aux bijoux. Le rire de mon père fut amer. La tombe de ta grand-mère ? La femme qui ne t'a rien laissé parce qu'elle avait vu quel genre de personne tu étais vraiment ? Ces mots frappèrent comme des coups physiques. Grand-mère ne m'avait effectivement rien laissé dans son testament, un fait qui m'avait longtemps troublé et blessé, étant donné notre proximité durant ces dernières années. Tout était allé à Victoria, les bijoux, les meubles anciens, les obligations, même la petite maison au bord de la mer où nous passions nos étés d'enfance. Je me fiche de l'héritage, dis-je désespérément. Je ne m'en suis jamais soucié. Mais je vous dis la vérité. La vérité ? Ma mère se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet. La vérité est dans ta chambre, Elena. Les reçus de retrait, le coffret à bijoux vide que nous avons trouvé caché dans ton placard. La vérité, c'est que tu es allé trop loin. Mon sang se glaça. Quel coffret à bijoux ? Ne commence pas, dit Victoria rapidement, posant une main sur le bras de ma mère. Ne rends pas cela plus difficile que ça ne doit l'être. Elena sait ce qu'elle a fait.
Mais quelque chose dans la voix de Victoria, un infime tremblement d'urgence, me fit la regarder plus attentivement. Son visage était rouge, et malgré la climatisation, une fine pellicule de sueur brillait sur son front. « Quel coffret à bijoux ?» répétai-je, me levant à mon tour. « Je veux le voir. »« Tu sais très bien de quoi ?» commença papa, mais je montais déjà l'escalier. Ils me suivirent jusqu'à ma chambre d'enfant, une pièce que je n'utilisais presque plus mais que j'avais laissée exactement comme à mes années d'adolescence. Papa alla droit à mon placard et en sortit une petite boîte en bois que je n'avais jamais vue de ma vie. À l'intérieur se trouvaient des montures de bijoux vides, les supports en or qui avaient autrefois porté les émeraudes de ma mère, la chaîne en platine qui soutenait son pendentif en diamant. Tout ce qui avait de la valeur avait été soigneusement retiré, ne laissant que le métal sans importance. Mes mains tremblaient en saisissant l'une des montures. Je n'ai jamais vu cette boîte auparavant. Je vous le jure, je ne l'ai jamais vue. Elle était cachée derrière tes manteaux d'hiver, dit mon père sombrement. Là où personne n'aurait pensé à regarder. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai mise là. L'hystérie commençait à envahir ma voix. Pourquoi garderais-je des preuves? Pourquoi cacherais-je des montures vides au lieu de les jeter? Ça n'a aucun sens. Mais même en le disant, je compris que cela en avait parfaitement, si quelqu'un voulait me piéger. Si quelqu'un avait soigneusement planifié tout ce scénario, il aurait placé des preuves accablantes, mais pas assez logiques pour résister à un examen attentif. Il aurait compté sur des émotions trop fortes pour que quiconque réfléchisse clairement. Je levai les yeux et vis Victoria qui m'observait depuis l'embrasure de la porte, et cette fois il n'y avait aucun doute possible sur l'expression dans ses yeux. C'était de la satisfaction, pure et simple. Le regard de quelqu'un qui voit son plan se dérouler exactement comme prévu. Et soudain, comme des pièces de puzzle s'emboîtant, je me souvenais de quelque chose. « Je reviens tout de suite », dis-je, les bousculant pour sortir et me diriger vers ma voiture. « Où vas-tu » cria mon père derrière moi. « Nous n'en avons pas fini ici. » Mais je courais déjà, le cœur battant à tout rompre, empruntant la route familière vers mon atelier. Si j'avais raison, si mes soupçons étaient fondés, je n'avais qu'une seule chance de prouver mon innocence. Et tout dépendait d'un dispositif que j'avais installé 6 mois plus tôt et complètement oublié. La caméra de sécurité. Je l'avais mise en place après une série de cambriolages dans le quartier, un petit appareil presque invisible qui enregistrait tout ce qui se passait dans la pièce principale de mon atelier. J'avais prévu d'étendre le système à d'autres zones, mais je ne l'avais jamais fait. Ce que j'avais oublié jusqu'à cet instant, c'est que la caméra avait un objectif grand angle qui capturait non seulement mon atelier, mais aussi une vue claire du bâtiment d'en face. La maison de mes parents. Les doigts tremblants, j'accédai au système de stockage de la caméra et commençai à défiler des semaines d'enregistrement. La plupart étaient banales, moi travaillant sur mes toiles, quelques visiteurs, le rythme habituel de la vie quotidienne. Mais je cherchais quelque chose de précis, quelque chose qui me trottait dans la tête depuis la confrontation à la salle à manger. 3 semaines plus tôt, j'avais travaillé tard à l'atelier sur une commande. Je me souvenais avoir vu de la lumière dans la chambre de mes parents, ce qui m'avait paru étrange puisqu'ils étaient allés rendre visite à Victoria dans son appartement ce soir-là. J'avais même songé à les appeler pour vérifier, mais m'étais laissé distraire et avais oublié. Maintenant, en regardant l'enregistrement de cette nuit-là, je vis quelque chose qui me glaça le sang. Une silhouette se mouvait dans la maison de mes parents. Quelqu'un qui connaissait clairement les lieux, qui se déplaçait avec assurance et détermination dans les pièces sombres. Quelqu'un qui passa près d'1 heure dans ce que je savais être leur chambre, là où se trouvait le coffre. Quelqu'un aux cheveux blonds et à la silhouette familière. Victoria. Je restais hypnotisé en voyant la caméra capturer ma sœur pillant méthodiquement le coffre et la collection de bijoux de nos parents. Elle portait des vêtements sombres, mais la lumière du réverbère révélait son profil distinctif, et lorsqu'elle se tourna un instant vers la fenêtre, son visage était parfaitement visible. L'horodatage affichait 23h47. Je vérifiai l'historique de mon téléphone pour cette nuit-là et trouvai ce que je cherchais, un message de Victoria envoyé à 23h52. Je passe une soirée merveilleuse avec maman et papa. On regarde de vieux films en mangeant du pop-corn. Je t'aime, sœur. Elle avait envoyé ce message alors qu'elle était littéralement en train de voler nos parents, fabriquant un alibi tout en détruisant ma vie. Mes mains tremblaient tellement que je peinais à utiliser les commandes de la caméra, mais je parvins à copier les images pertinentes sur mon téléphone. Le trajet de retour vers la maison de mes parents se déroula dans un brouillard de rage, de soulagement et de chagrin si profond que j'avais du mal à respirer. Ils étaient encore dans ma chambre quand je revins, fouillant maintenant mes affaires avec la minutie d'enquêteur de police scientifique. Victoria s'était placée près de la fenêtre,
jouant le rôle de l'observatrice mal à l'aise, incapable de supporter la disgrâce de sa sœur. J'ai quelque chose à vous montrer, dis-je en levant mon téléphone. Elena, s'il te plaît, dit ma mère d'une voix lasse. Ne rends pas ça plus. Regardez simplement, l'interrompis-je en appuyant sur lecture de la vidéo. Au début, il semblait confus devant les images de la rue sombre. Mais lorsque la silhouette apparut à la fenêtre de leur chambre, se mouvant avec assurance dans leur espace le plus intime, la confusion se transforma en choc. « Qu'est-ce que c'est » demanda mon père. « Des images de surveillance de mon atelier » répondis-je, la voix désormais stable malgré la tempête qui faisait rage en moi. « Il y a 3 semaines. La nuit où vous êtes tous les deux allés chez Victoria. » À l'écran, la silhouette se tourna vers la fenêtre, et le visage de Victoria était clairement reconnaissable dans la lueur du réverbère. Le silence dans la pièce était assourdissant. Je regardais Victoria, qui était devenue blanche comme un linge, son masque soigneusement construit se fissurant enfin. Pour la première fois de notre vie, elle n'avait pas de mots, pas d'explication, aucun moyen de retourner la situation à son avantage. L'horodatage, continuai-je, ma voix gagnant en force à chaque mot, indique 23h47. Victoria m'a envoyé un message à 23h52 affirmant qu'elle était avec vous deux, à regarder des films. Elle s'est fabriqué un alibi alors qu'elle était en train de vous dépouiller. Le visage de mon père traversa un kaléidoscope d'émotions, confusion, incrédulité, horreur naissante, puis enfin une rage si pure qu'elle sembla remplir toute la pièce. Victoria. Sa voix n'était qu'un murmure. Ma sœur parfaite, l'enfant prodige, la préférée, celle qui ne pouvait rien faire de mal, leva enfin les yeux. Et pour la première fois de ma vie, je la vis telle qu'elle était vraiment, non pas le modèle que mes parents croyaient, mais une manipulatrice hors pair qui avait passé des décennies à cultiver une image tout en s'attaquant sournoisement à ceux qui l'entouraient. Je peux expliquer, commença-t-elle, mais les mots moururent quand mon père fit un pas vers elle. Tu nous as volé, dit ma mère, la voix creuse de choc. Tu as volé l'argent de l'opération de ton père et ensuite tu nous as laissé croire qu'Elena. Où est-il, demanda mon père, d'une voix étrangement calme, bien plus effrayante qu'un cri. Où est notre argent? Où sont les bijoux de ta mère? Le masque de Victoria se brisa complètement. Elle se mit à pleurer, de vraies larmes cette fois, pas les larmes de crocodile qu'elle avait perfectionnées au fil des ans. J'ai des ennuis, sanglota-t-elle. Il y avait des dettes de jeu, et ils ont dit qu'ils feraient du mal à Marcus si je ne payais pas. J'allais les rendre, je vous jure que j'allais tout remplacer. Marcus. Son fiancé parfait, l'avocat brillant. Encore un autre mensonge soigneusement construit. Combien? Demanda mon père. 70 000, murmura Victoria. J'ai emprunté davantage, et les intérêts. Je pensais pouvoir me refaire, je croyais que si j'avais juste un peu de chance. Le chiffre frappa la pièce comme un coup physique. Non seulement elle avait volé les 50 000 € destinés à l'opération de mon père, mais elle avait réussi à s'endetter encore plus profondément. Je regardais mes parents, les regarder vraiment, et je vis 2 personnes dont toute la compréhension de leurs enfants, de leur famille, de leur réalité venait de s'effondrer. Tout ce qu'ils croyaient savoir sur Victoria, sur moi, sur la dynamique qui avait façonné notre famille pendant des décennies, se révélait n'être qu'une fiction élaborée. Elena, dit finalement mon père, en se tournant vers moi avec des yeux pleins d'une douleur si profonde que j'avais du mal à la supporter. Je sais, répondis-je doucement. Parce que dire d'autre? Désolée, paraissait dérisoire face à une vie entière où j'avais été traitée comme la déception familiale tandis que la véritable coupable était glorifiée. Les bijoux sont dans mon appartement, dit Victoria d'une voix faible. La plupart. J'ai dû vendre certaines pièces, mais la plupart y sont encore. Va les chercher, dit ma mère, la voix dure comme l'acier. Ramène tout. Maintenant. Et ensuite je pense que tu devrais partir. Victoria balaya la pièce du regard comme si elle la voyait, comme si elle nous voyait, pour la première fois. Le royaume de l'enfant doré s'effondrait autour d'elle, et il n'y avait plus de manipulation, plus de charme, plus de mise en scène qui pouvait la sauver. Elle partit sans un mot de plus. Après son départ, nous restâmes dans ma chambre d'enfance, entourés des débris de sa trahison, les preuves fabriquées, la boîte à bijoux vide, les accusations qui avaient failli nous déchirer à jamais. Elena, dit encore mon père, et cette fois sa voix se brisa. Comment allons-nous réparer cela? Je regardais ces 2 personnes qui m'avaient élevée, qui m'avaient aimée à leur manière imparfaite, qui avaient été tellement trompées par une fille qu'elles étaient prêtes à renier l'autre. La douleur était toujours là, brute, accablante. Le fait qu'ils aient si vite cru au pire de moi me brûlerait sans doute toujours.
Mais ils restaient mes parents. Et contrairement à Victoria, confrontés à la vérité, ils étaient capables de la reconnaître. On recommence, dis-je enfin. On apprend à redevenir une famille. La vraie cette fois, pas celle que Victoria avait inventée pour nous. L'opération de mon père eut lieu comme prévu, nous trouvâmes un moyen de couvrir les frais, en mettant nos ressources en commun et en acceptant l'aide d'amis auxquels nous avions été trop fiers de demander. Victoria disparut, ne laissant derrière elle que des dettes et une confiance brisée. Nous apprîmes par des connaissances communes qu'elle avait déménagé à l'autre bout du pays, probablement pour recommencer là où sa réputation ne la précédait pas. Les dîners de famille reprirent finalement, mais ils étaient différents désormais. Plus petits, plus calmes, plus honnêtes. Nous parlions de choses réelles au lieu de maintenir les apparences. Mes parents vinrent à mon atelier et commencèrent à vraiment voir mon art, au lieu de simplement le tolérer comme un hobby coûteux. Ils rencontrèrent mes amis, découvrirent ma vie, apprirent qui j'étais vraiment au lieu de qui ils pensaient que j'étais. Ce n'était pas une réconciliation de contes de fées. Il y eut des conversations difficiles, des moments de tension, des choses à dire et à pardonner des deux côtés. Mais c'était réel, d'une manière que notre famille ne l'avait jamais été avant que la supercherie de Victoria ne soit révélée. Parfois, je repense à ce moment dans la salle à manger, quand les mots de mon père m'avaient frappé comme des coups, quand j'avais cru que mon monde s'effondrait. Je pense à quel point nous avons failli nous perdre à jamais, et comment une simple caméra de sécurité oubliée nous a tous sauvés. Mais surtout, je pense à l'étrange cadeau que Victoria nous a laissé dans sa trahison, la chance de reconstruire notre famille sur des bases de vérité plutôt que d'illusions. Elle croyait me détruire, mais au final, elle nous a libérés. L'ombre de l'enfant doré s'était enfin dissipée, et pour la première fois de ma vie, je pouvais voir clairement, dans la lumière.